Pour révéler le meilleur de nous-mêmes et sortir de notre zone de confort pour atteindre nos objectifs, il faut d'abord donner à notre corps et notre esprit les bons outils. Et c'est la mission de la marque Skin Good Garden que j'ai eu le plaisir de découvrir il y a quelques semaines. Meilleur sommeil, cheveux plus volumineux, teint frais et éclatant. Chaque produit répond à un réel besoin. Parce que pour ma part, les périodes d'angoisse passagère entre les aléas de l'expat et mes missions freelance ont un réel impact sur ma peau, je combine depuis quelques jours une gélule de Pure Skin Seeds pour une peau nette et une gélule Glow Skin Seeds pour un teint éclatant. En attendant de vous donner mon verdict après la cure de 2 mois, je suis ravie de vous offrir moins 30% sur tout le site avec le code LALEA30 pour que vous testiez à votre tour ces produits 100% vegan, sans gluten et sans allergènes. Bonne découverte! Ne rien risquer est un risque encore plus grand. Je suis Laura Pouliken, créatrice de contenu écrit et audio freelance. Avec ce podcast L'Aléa, je vous propose de rencontrer des hommes et des femmes dont la prise de risque a impacté positivement la vie. Ces derniers vont totalement déconstruire la vision traditionnelle du risque, négatif, synonyme de danger, et nous montrer que grâce à lui, nous pouvons dépasser nos peurs, repousser nos croyances limitantes qui pèsent sur nos réussites, mieux nous connaître, avoir plus confiance et nous ouvrir à l'inattendu. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou à en parler autour de vous, à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Cela m'aidera à faire connaître le podcast au plus grand nombre et renforcer la communauté L'Aléa. Je vous donne rendez-vous également sur Instagram, sur le compte lalea.podcast, pour découvrir les coulisses de l'épisode et rejoindre la communauté que je crée chaque jour. Une communauté passionnée, authentique et audacieuse, prête à réaliser ses rêves ensemble. Aujourd'hui, je suis avec Sophie Trem. Sophie Trem, après quelques années dans la mode, puis la tech et surtout d'angoisse et d'hypocondrie, tu demandes une rupture conventionnelle sans savoir quoi faire, mais avec le sentiment que tu n'es plus à ta place. Puis grâce à un rendez-vous chez Pôle emploi et une formidable interlocutrice, tu ouvres ton blog The Other Art of Living. Puis organises très vite des Good Mood Class, des ateliers interactifs pour faire le plein d'énergie positive et réenchanter sa vie. Hello Sophie, je suis hyper heureuse d'être avec toi aujourd'hui à distance pour cette interview podcast pour L'Aléa, qui est un podcast que j'ai créé il y a moins d'1 an. Je te suis depuis longtemps via tes réseaux sociaux, c'est ce qu'on disait en off, dans ton univers qui est très chaleureux, très bienveillant. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi de toutes tes petites zones de confort, de toutes tes prises de risques pour devenir la Sophie alignée que tu es aujourd'hui. Ma première question, elle est très simple, mais je vais te demander comment tu vas. Oh, c'est gentil. Merci Laura. Je suis ravie de pouvoir faire cet échange avec toi, même à distance. Et c'est toujours chouette de parler avec des gens avec qui on a des contacts depuis presque le début. Donc, c'est très drôle. Et c'est très intéressant ta question parce que c'est vrai que pour moi, l'alignement, c'est quand même c'est quelque chose qui est jamais vraiment acquis, tu vois. Même si tu te sens aligné à un instant T, ça veut pas dire que ça le sera pour toujours. Et sinon, là, maintenant, tout de suite, je vais bien. Merci beaucoup. Et toi, comment tu vas ? Ça va bien aussi, ça va. À Dubaï, on n'est pas confinés pour le moment. Donc, je profite de cette chance et de cette liberté parce que je ne sais pas en combien de temps encore ça va durer. Tu penses qu'il y a des risques ? Enfin, ils peuvent envisager ça ? En fait, le premier confinement, on a été au courant, donc c'était 2 semaines après la France et ça s'est passé, c'était du jour au lendemain. Parce qu'en fait, ici, ils préviennent pas du tout. Revenons à nos moutons. Let's get back to good mood. Hein. Ouais, back to good mood, exactement. Sur ton compte Instagram, donc je te disais que je suis depuis longtemps, tu écris régulièrement des citations.
Et tu as noté une citation qui est la suivante: plus tu te prends de portes, moins tu as peur de t'en prendre, et plus tu as de chances d'en ouvrir. Est-ce que tu peux me dire ce qu'il y a derrière cette phrase que je trouve extrêmement intéressante? C'est marrant que tu parles de celle-ci. C'est pas souvent celle-là que les gens évoquent. Et forcément, tu es genre, ça parle à chacun. Puis moi, après, c'est des moments où tu apprécies. Et je pense que, tu vois, elle m'a interpellée. Enfin, je l'ai imaginé quand un jour, quelqu'un m'a dit un truc style, non, mais t'as trop de chance, toi. À chaque fois que tu fais quelque chose, ça marche. Et ça m'a mais fait tellement rire intérieurement. Je me suis dit, ah, mais tu sais pas. En fait, en réalité, c'est parce que c'est ce que tu crois, c'est ce que tu vois. Mais la réalité, c'est que avant que cette porte-là, elle s'ouvre, mais à combien j'en ai toqué avant qu'il y en ait une qui s'ouvre. Et ça, les gens ne le voient pas. Je l'ai un peu expliqué dans mon livre, tu vois, quand j'ai fait la Good Mood Class à Los Angeles. Toutes les marques avec lesquelles j'avais proposé de faire un partenariat pour la Good Mood, la Good Mood Class, parce que j'en faisais une pour une entreprise, celle qui nous amenait là-bas, mais je voulais en faire une grand public. Et toutes les marques m'ont dit non, quoi, parce que en général, mes contacts étaient avec des contacts français et leurs confrères, consoeurs aux États-Unis, pour eux là-bas, j'étais personne et ça les intéressait pas, tu vois. Et finalement, ce qui est très très drôle, c'est que la boîte qui m'a finalement accompagnée, c'est une boîte américaine. Comme quoi, tu vois, genre, la porte, on fera pas aussi forcément toujours à la bonne porte. C'est aussi ça le truc. Bien sûr. Hmm. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que même, enfin, sur la chance, c'est que c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui pensent voilà, que d'autres personnes ont de la chance, mais en fait, ils ne voient pas tout le travail derrière. Et c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que moi cette phrase, elle m'a vraiment parlé pour ça. J'ai envie qu'on revienne sur ton enfance, parce que c'est vrai que j'ai pas eu la chance de lire entièrement ton livre, mais j'ai lu les passages qui étaient accessibles en ligne, même si je compte bien, dès que je rentre en France, me le procurer. J'aime bien dans mes podcasts revenir sur l'enfance des personnes, parce que je pense que ça peut conditionner les décisions et même le caractère et le mood d'une personne par la suite. Et tu parles d'une enfance, toi, très heureuse, même si voilà, on reviendra aussi sur les angoisses que tu as eues, mais tu parles d'une enfance très heureuse, tu évoques beaucoup ta grand-mère qui récite des mantras, avec qui tu avais l'air d'avoir une super chouette relation. Quel souvenir que tu as de cette période et de toi, petite fille, finalement? Ah bah clairement par rapport à aujourd'hui, je me dis que j'ai pas du tout la même enfance que mes enfants. Hem Et oui, c'est vrai que tu vois, genre, moi on dirait que, on va dire que le malheur, il a sauté une génération et j'étais un peu la génération, qui a été, épargnée parce que juste avant moi, bah, toute ma famille a connu la guerre, un génocide. Du côté de ma mère, c'est un peu l'hécatombe, tu vois? Tout le monde est mort. Je connais que des souvenirs de gens avec des photos, sans vraiment les connaître. Et ma grand-mère, du coup, qui elle, a réussi à faire venir, tous ses enfants, après la guerre, quasiment tous vivants, tu vois? Elle était très reconnaissante et elle me disait tout le temps qu'on avait beaucoup de chance et que moi, j'en avais encore plus parce que j'étais née ici, tu vois? Donc quand tu nais en entendant tout le temps ça, je pense que tu finis par en être persuadé. En fait, c'est une croyance, quoi. C'est quelque chose qu'on te dit. Tu cherches pas à contester quand tu es enfant. On te dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, moi, on m'a dit que j'avais de la chance. Du coup, je me suis dit: «Bah, ouais, j'ai de la chance» et je pense qu'ils m'ont dit ça aussi. Tu sais, j'avais beaucoup de problèmes de peau, j'avais beaucoup d'eczéma et quelque part, je pense qu'inconsciemment, avec du recul maintenant, ils cherchaient un peu tous à me consoler en me disant que: «Regarde, tu as de l'eczéma, mais tu as plein d'autres trucs chouettes à côté», tu vois? Mmh. Mmh. Oui, je vois tout à fait. Mon thème de podcast, comme je te disais, c'est la prise de risque et la sortie de sa zone de confort. Donc, j'aimerais que tu me racontes dans les grandes lignes, on va pas rentrer dans les détails puisqu'on y rentrera après sur certains points, mais j'aimerais que tu me racontes un peu dans les grandes lignes tes études, donc à l'Institut supérieur européen de la mode, et ton parcours sous cet angle en fait de la prise de risque et de sortie de ta zone de confort. Alors à cette époque, je pense que, tu vois, je j'étais pas du tout, je savais pas trop, les termes de prise de risque ou de confort et tout, m'étaient un peu inconnus. Mais moi, j'ai toujours été un peu téméraire, tu vois? Je pense que pour le coup,
Je suis pas du genre, comme dit ma cousine, j'ai un peu le pourquoi pas facile. Et surtout, bah, en fait, quand j'ai quelque chose en tête, je vais vraiment tout mettre en place pour y arriver. Mais ça, c'est un peu ma marque de fabrique depuis que je suis toute petite, tu vois. Genre, dès que j'ai une connerie en tête, je suis prête à tout pour aller jusqu'au bout du truc. Et je pense que ça te forge un peu une sorte de personnalité. Et du coup, bah, quand j'ai voulu bosser dans la mode, au lycée et tout le monde me disait mais Sophie, c'est pas sérieux, enfin je veux dire, tu n'y arriveras jamais, c'est pas du tout un métier pour nous, on habite, on vient de banlieue, quoi, les gens de banlieue vont pas bosser dans la mode. Ça me paraissait tellement incongru, tu vois, genre je trouvais ça dingue qu'on me dise ça. Je me dis comment à 17 ans on peut me dire que rien n'est possible, tu vois, alors que moi toute ma vie, ma famille et mes parents m'ont toujours dit que tout était possible, vu que tu vois, genre tu pouvais survivre d'une guerre, traverser un pays, être entrepreneur, parce que mes parents, toute ma famille est entrepreneur, et je l'ai vu de mes propres yeux. Je dis, ils sont venus avec rien, ils sont partis de rien, et tout le monde a une vie plutôt chouette. Donc pour moi, c'était pas possible, mais je voyais bien que ce genre de pensée limitante, c'était pas propre à cette personne qui me disait ça quand j'étais au lycée. C'était pas mal de gens dans mon entourage de manière générale. Mais c'était pas un combat ni quoi que ce soit. Je m'en amusais et je me disais, bon, bah écoute, franchement, plus tu vas me dire que je vais pas y arriver, plus je vais faire en sorte. En fait, c'était un élément moteur pour moi presque. Et du coup, la prise de risque, t'y penses même pas. C'est pas un risque. Pour toi, c'est parce que c'est la fin justifie les moyens. Après, je suis quelqu'un d'assez. J'ai toujours été un peu trouillarde quand même. Tu vois, c'est ça qui est paradoxal. C'est que je suis quelqu'un quand même qui a toujours été très dans le contrôle, hypochondriaque, peur avant de mettre un pied devant l'autre. Bah, je vérifie que quand même devant, ce soit bien, le chemin il soit bien calé et tout. Et paradoxalement, j'ai peur, mais j'y vais. Et ça a toujours été comme ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai peur. Et vraiment, la peur, elle est réelle. Le stress, il est réel. L'inquiétude, et c'est ce qui fait que du coup, mon inquiétude, mes angoisses, mon eczéma, ils relèvent de tout ça. Mais en même temps, ça ne m'a jamais empêché d'y aller quand même. Et souvent, bien au contraire, plus j'ai peur, plus j'y vais. Et souvent, bah, j'ai remarqué très vite quand même que plus j'avais peur, plus il fallait y aller. Et plus j'y allais quand j'avais peur, plus ça valait le coup. Et du coup, ça entretient l'effet inverse. Quand après, plus tard, tu comprends les termes de zone de confort et puis de sortir de ta zone de confort, tu te rappelles un peu quelque part de ces émotions, tu dis ah ok d'accord, je comprends. Bah, c'est là quand tu as peur, si tu n'oses pas y aller, bah voilà, tu restes de l'autre côté. Et en fait, quand tu as peur et que tu y vas, bah, tu passes de l'autre côté. Et du coup, bah moi, je sais plus faire autrement. Je sais que si j'ai pas peur, c'est que c'est pas normal. J'ai décidé d'accepter la peur, en fait. La peur, souvent, les gens s'arrêtent à la peur en se disant ça va être un blocage avec la barrière. Mais en fait, c'est pas une barrière, c'est une petite haie. Et la petite haie, c'est la vie qui te dit est-ce que tu es capable de passer au niveau supérieur ou pas. C'est comme ça que je le vois, tout simplement. Et tu as travaillé donc du coup dans le milieu, je te cite, ultra exigeant de la mode. Et tu dis dans ton livre, j'avais alors 33 ans et l'impression d'être au bout de ma vie, que ce calvaire devait cesser, que c'était une question de survie. C'est des mots qui sont vraiment donc, hyper forts. Est-ce que tu peux me raconter finalement bah, ton saut, ton arrivée dans la mode et puis à contrario les raisons qui t'ont poussé à quitter ce milieu très exigeant? Vraiment grosso modo, parce que moi j'ai commencé à travailler très tôt, et puis je bossais en freelance, j'ai fait des stages, j'ai commencé vraiment à mettre le pied dans la mode à 19 ans, tu vois? C'était un rêve, c'était un rêve de petite fille que j'ai nourri et que j'ai réalisé. Donc vraiment, au début c'était pas du tout de la souffrance, hein. Et puis après bon bah, très vite tu acceptes que c'est comme ça, parce que tu vois bien que c'est partout pareil, que tout le monde se fait engueuler, que tout le monde est un peu malheureux, mais en fait on est hyper content d'être super bien habillé. Je sais pas, on devait être à cette époque un peu genre maso, tu vois? Mais en fait, on acceptait les règles du jeu comme elles étaient. Comme si c'était, tu vois, bon, bah, l'armée, on te dit qu'il faut faire des pompes et il faut souffrir, c'est comme ça. Bah, là, dans la mode, c'était pareil. Tu te faisais insulter, tu te faisais engueuler. Pour le moindre truc, tu faisais une erreur, ça devenait un scandale. Mais en fait, c'était pas que toi. C'était tout le monde autour de toi qui était comme ça. Enfin, en tout cas, dans mon milieu. Et personne ne trouvait ça si complètement fou, parce que tout le monde savait que c'était comme ça, tu vois. Mais bon, moi, genre, à force de l'accès, au début, j'étais très docile.
et je faisais tout ce qu'on me disait comme un bon soldat parce que je suis quelqu'un qui est relativement dans la performance. Quand je commence quelque chose, je veux le faire bien. Je veux y arriver, je veux que ça marche. Et je veux être fière de moi. Et que les gens avec qui je travaille surtout soient fiers de moi. Et c'est un peu ça le problème. C'est que tant que les gens sont pas contents, en fait, j'étais jamais satisfaite tant que les autres n'étaient pas satisfaits. Sauf que dans le milieu dans lequel j'étais, les gens n'étaient jamais satisfaits. Donc, tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue, mais vraiment pas dans le bon sens. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, tu vois. Et un jour, après, ton corps, il est là pour te parler et pour te dire tout ce que tu ne veux pas entendre. Et j'avais tout le temps des trucs qui allaient pas. Soit c'était de l'eczéma, soit c'était des problèmes de dents, j'avais des infections dentaires, j'avais des couronnes dentaires, j'avais des implants. Si c'était pas le corps, c'était genre les aléas de la vie. Il y a eu un moment donné, on a eu un enchaînement d'emmerdes dans notre entourage. Et nous-mêmes, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, un truc est en train de s'abattre sur nous, tu vois. Et je dis, c'est quand les choses, quand t'as tous les feux qui sont rouges sur ton chemin, je pense que quelque part, c'est que c'est pas le bon chemin. Mais j'avais aucune certitude, hein. Et j'ai personne. Et à l'époque, il n'y avait pas de, tu vois, pas de podcast. Internet, c'était quand même assez nouveau. C'était pas du tout à la mode d'être en dépression, de douter. C'était pas bien de quitter son job tous les 4 matins. Et moi, dès que ça allait pas dans un job, je le quittais parce que je me sentais pas bien, toujours à la recherche d'un job dans lequel je me sente mieux. Parce que j'avais l'impression que ça empiétait toujours sur ma vie perso et que j'étais toujours un peu, j'ai l'impression d'être un peu à côté de la plaque, tu vois. Et je me suis dit, à un moment donné, ça peut pas être tout le temps les autres le problème. Si partout où tu vas, il y a un problème, le seul point commun qu'il y a, c'est que c'est toi le problème. Et quand j'ai découvert ça, j'avais 33 ans, voilà. Et c'est là que je me suis rendue à l'évidence que le problème, c'était moi et qu'il fallait que je prenne du recul par rapport à ça. Et j'ai un ami qui m'a dit à l'époque, c'est très drôle, il m'a dit, et je lui disais que je me sentais complètement paumée, que j'avais l'impression de couler. Vraiment, j'avais cette sensation, tu sais, vraiment de genre perdre pied et que je m'enfonçais dans l'eau. Il m'a dit un truc très sympa, cet ami, d'ailleurs que je n'ai pas revu depuis longtemps, et qui m'a dit, tu sais, c'est très bon signe. Il faut à un moment donné, des fois, se perdre et se noyer, parce que c'est que comme ça que tu remontes à la surface. Et tu sais, quand tu remontes à la surface, c'est parce que tu sais exactement comment faire et pourquoi. Il y a des choses essentielles qui vont te ramener à la surface. Il a eu tellement raison. Parce qu'en fait, quand tu te laisses couler, entre guillemets, c'est pas de l'abandon, c'est un lâcher-prise. C'est que tu arrêtes de t'accrocher à quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça, c'est la première des étapes. Déjà, c'est que tu comprends que tu peux te détacher de ça. Après, c'est très, très flippant parce que tu sais pas où tu vas aller, tu sais pas pourquoi, et tu as l'habitude de contrôler tout, de savoir où que quoi demain. Et là, tu sais plus rien. Et là, tu te rends compte que finalement, en ne sachant plus rien, l'étendue, elle est tellement plus large, beaucoup plus grande que ce que tu peux imaginer. Parce que dans le contrôle, en fait, tu émets des limites. Et ces limites, c'est celles que tu te donnes. Sauf que tu le penses tellement que tu crois que ta réalité est celle que tu t'es limitée. Sauf que finalement, tu crées ta réalité et ta réalité devient limitée, mais tu ne sais pas que c'est par toi-même. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Si, complètement, c'est toi qui te mets tes propres limites. Mais t'en as pas conscience tant que tu t'es pas perdu, tant que tu t'es pas détaché. Et justement, c'est de l'autre côté du miroir qui paraît au début très sombre que tu t'aperçois que finalement, en fait, l'étendue, elle peut être aussi grandement sombre qu'elle peut être grandement lumineuse, mais que juste, en fait, tu ne maîtrises rien et que tu te rends compte que finalement, ces limites que tu t'étais mises, c'était un micro-périmètre par rapport à la réalité qui était possible et envisageable. Et cette réalité envisageable et possible, pareillement, c'est toi qui dois la créer tout en acceptant qu'il y a encore plein de choses que tu ne sais pas. Et quand tu acceptes ça, en fait, tu donnes l'opportunité à la vie d'agrandir ce champ des possibles. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie, je pense, tu vois. Parce que quand tu vois ça comme ça, tu vois plus autrement, tu peux plus faire autrement. Et du coup, tu t'inquiètes beaucoup moins, même sans savoir pourquoi, tu vois. Alors que moi, j'étais quelqu'un d'hyper stressé, hyper angoissé et tout, parce que je voulais toujours savoir pourquoi. Et en fait, souvent, le syndrome des gens très stressés, moi, en fait, quelque part, je l'ai pas, il n'était pas très légitime parce que j'ai eu une enfance heureuse, j'ai manqué de rien, mais j'ai appris par la suite des choses que, tu vois, justement, c'était des mots MAUX que je portais de mes ancêtres,
qui ont toujours Bien sûr, été mais j'allais immigrants. t'en parler. Justement, j'ai reçu sur le podcast Mahua il y a quelques semaines, qui me parlait justement, qui a fait ce film Les Rivières, où elle parle de ses traumas transgénérationnels. Et c'est exactement ça, c'est que parfois, voilà, on porte des angoisses d'anciennes générations et on est dépassé par ça. Et toi, tu as su ce qui s'était passé à ce moment-là, qui pouvait te créer tous ces stress et toutes ces angoisses? J'avais déjà quelques idées, hein, parce que comme j'ai toujours été très ouverte à la thérapie alternative, aux médecines alternatives, de manière générale, je sais que j'avais un patrimoine génétique assez ancré par la peur de la mort et l'instinct de survie du coup. Bah, les deux étant un peu liés. Ce qui expliquait aussi mon côté très boulimie de la vie, mon côté un peu je veux toujours tout très vite et je veux toujours tout contrôler parce que tu sais, quand tu contrôles, tu as l'impression qu'il y a un truc très rassurant. Mais ça, c'est dans l'urgence que ça te rassure. La vie, elle est beaucoup plus longue qu'on l'imagine et c'est vrai que moi, je faisais toujours tout dans l'urgence et dans la rapidité et forcément, bah, c'était pas solide. Et j'ai pris beaucoup de temps à comprendre que j'avais créé des bases qui étaient un peu genre comme des petites miettes partout et qu'il fallait que je remette tout en place pour construire quelque chose de solide qui allait prendre sûrement plus de temps et accepter de ne plus faire les choses rapidement, ça a été un combat pour moi. Parce que moi, je suis clairement quelqu'un, tu vois, genre de très speed, hyper active. Et ça a été un travail, c'est un travail de longue haleine de toute ma vie encore aujourd'hui, quoi. C'est formidable d'ailleurs que tu l'aies compris. Est-ce que tu t'es alors tu me disais qu'en effet il n'y avait pas de podcast, c'est vrai qu'il n'y avait pas accès autant à toutes ces informations et à tous ces partages d'expériences. Et toi, comment t'as fait en fait à ce moment-là pour le comprendre? Non, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu. J'ai lu beaucoup de livres. Euh, j'ai regardé des vidéos sur YouTube et j'ai une de mes meilleures amies qui est à Los Angeles qui, elle, venait de partir vivre là-bas et donc elle était un peu dans une même phase que moi de reconstruction, de recherche personnelle et tout. Et du coup, elle m'envoyait un peu tout ce qu'elle entendait, tout ce qu'elle voyait là-bas. Et une des premières vidéos qu'elle m'avait envoyées, c'était une de Will Smith qui parlait justement du pouvoir illimité de l'univers et tout. Et, euh, et j'avais déjà à mon actif lu Le Secret, Le pouvoir de l'intention, Le pouvoir du moment présent, euh, Deepak Chopra, La théorie des hasards. Et j'étais déjà là-dedans, tu vois. Donc, quelque part, j'avais pas besoin de grand-chose pour me convaincre, si ce n'est peut-être la mise en pratique. Et c'est là que j'ai commencé à pratiquer en réalité. Et en pratiquant, je me suis aperçue que ça marchait, tout simplement. Et tu sais, c'est très drôle. Il y a une journaliste qui m'a dit, ça paraît tellement simple, tu vois, comme les 5 clés que j'ai mis, tout ça. Euh, et elle avait une de ses collègues qui lui a dit, non mais attends, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Bah en fait, moi, la question que je me pose, c'est que est-ce que les gens le font vraiment? Déjà d'une. Et la deuxième question que je me pose, c'est que si c'est si simple, pourquoi personne ne le fait plutôt? Parce que pour me poser une question pareille, c'est que tu ne le fais pas. Parce que quand tu le fais et que tu vois que ça marche, bah, c'est d'une évidence. Et c'est là que tu t'aperçois que tu rencontres que des gens comme toi. Et tous, on a la même logique, on pense pareil, on a fait les mêmes trucs. Et on se dit, bah oui. Et tout à coup, tu t'aperçois que le monde a vraiment des lectures différentes. Et la seule différence, c'est que les gens qui ont cette lecture, bah, ils pratiquent. Et ceux qui sont sceptiques, bah, ils sont dans la pensée limitante, mais ils ne font pas. Ils sont sur des préjugés, ils sont sur un jugement, quoi. Et ça, bah, pour moi, c'est un monde parallèle. Il y a ceux qui font et il y a ceux qui croient, tu vois. Ouais, exactement. Mais il y a ceux aussi qui n'y croient pas. Enfin, moi, je sais que ça fait quelques mois que je me Ah oui, forme mais crois, totalement à crois toutes et ces crois pas, médecines c'est pareil, hein. Pour moi, parallèles. c'est que des croyances. On n'est pas dans l'action, on n'est pas pour moi, on n'est plus du tout dans la réalité. Ouais, ouais, complètement. Enfin, moi, je sais que je fais beaucoup d'acupuncture. Voilà, j'ai fait de l'hypnose. Enfin, j'ai fait toutes ces choses-là. Et c'est vrai que voilà, mais parce que j'y crois aussi et je crois aux bénéfices. Mais il y en a beaucoup qui, voilà, qui pensent que c'est un peu de la science-fiction. C'est comme quand j'ai interviewé aussi sur mon podcast Marie-Laure Teisserdre, qui est une énergéticienne et qui arrive totalement à transformer et à guérir à distance
rien que par l'énergie. Et c'est incroyable, quoi. C'est génial. Non, bah oui, non, mais c'est ça. Ça part de, tu vois ce que je dis, ça part d'une croyance ou non. Et tu vois, genre les gens quand ils sont malades et que, en fait, on leur dit, tiens, tu devrais tester ça. Et si tu y vas en n'y croyant pas, ça ne marchera pas. Et ça, tu fais ça dans un cas quand même extrême qui est la maladie. Mais tu mets ça dans n'importe quelle situation de la vie du quotidien. Si on te demande à quelqu'un de faire quelque chose auquel il ne croit pas, ça ne marche pas. Complètement. Et pour revenir donc du coup à cette période-là, toi donc tu disais que tu passais de job en job en essayant voilà en quête. Comment à ce moment-là, toi, ton entourage le percevait? Ah bah, ils étaient un peu inquiets pour moi. C'était, la pauvre, elle va jamais y arriver, quoi. Pourtant, elle a tout pour, et on comprend pas ce qui va pas. Il y a toujours un truc qui va pas chez elle. C'était un peu ça. C'était, hem, ils étaient un peu dépités parce que pour les gens, ils voyaient pas trop où était le problème, et c'était moi qui étais trop exigeante, et qui cherchait quelque chose qui n'existait pas, tu vois? C'est marrant, hein, parce qu'aujourd'hui, on dirait que tout le monde cherche la même chose que ce que j'ai cherché il y a 10 ans. Et donc en 2011, donc tu es tombée dans l'univers du digital en rejoignant la startup Kant. Et tu as lancé ton blog et ton compte Instagram dit Over Art of Living, là où je t'ai connue. Non, en 2011, c'était une autre boîte. C'était Born, c'est pour ça. Mais Born, c'était un peu les prémices. C'est là que j'ai commencé en fait à prendre conscience. 2013, mon fils est né, Quant est né, et mon blog est né, au printemps, la rentrée 2013. Ok. Est-ce que tu peux me raconter cette période, pourquoi ce blog, comment ce blog, et ce qui t'a amené surtout après à toutes ces belles choses et à tes classes Good Mood? Bah, alors en fait, 2012, j'étais, au chômage, et une conseillère du Pôle emploi je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Donc j'apprends que je suis enceinte et j'arrive au Pôle emploi, et la conseillère du Pôle emploi me dit: «Écoutez, c'est formidable, vous allez pouvoir utiliser cette année de chômage, pour, penser à votre nouvelle vie, enceinte, et c'est génial». Vraiment, elle a totalement transformé, ce rendez-vous que je pensais qu'il allait être un peu un espèce de coup près où quelqu'un, une bonne femme allait m'engueuler, et me dire: «Mais comment ça, vous osez être enceinte alors que vous êtes au chômage?» Et du coup, à partir de ce moment-là, si tu veux, genre, je me suis dit: «Voilà, tu vois, faut arrêter de penser que le pire arrive, et parfois, le meilleur peut arriver aussi». Et cette, femme m'a dit un truc que jamais j'aurais imaginé, tu vois? Elle m'a dit que j'étais hyper créative, mais que je savais pas, mais surtout qu'il était possible, il était encore temps que je reprenne, des cours pour me former, et que je devienne indépendante et autonome. Et cette autonomie, je pense que c'est quelque chose qui m'a fait vraiment, vraiment reprendre confiance en moi, parce que moi, j'ai toujours pensé que j'étais pas capable, et que quand je faisais quelque chose, c'était toujours un peu, parce que genre grâce aux autres, tu vois? Et elle m'a dit: «Non, là, dans votre nouvelle vie, il va falloir que vous appreniez à faire les choses par vous-même, sinon vous allez jamais gagner de l'argent». Et elle m'a trouvé une formation Photoshop, HTML, CSS, InDesign, tout pour mettre en place des sites internet. Et c'est comme ça que j'ai créé mon premier site. Et je savais, comme à l'époque, je lisais beaucoup de trucs sur le développement personnel. Je savais pas du tout ce que je voulais faire, mais dans le développement personnel, on dit que écrire les choses, c'est une façon de les graver un peu dans le marbre et de les matérialiser, tu vois. C'est une façon de visualiser les choses. Et moi, à cette époque, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. La seule chose que je savais, c'est que je voulais vivre autrement. Et du coup, c'est comme ça que j'ai appelé ce site que j'ai créé au Pôle emploi, The Other Art of Living. Et mon mari m'a dit, bah tiens, comme tu as commencé à faire un site, je vais acheter l'URL, et comme ça te fera un site sur lequel tu pourras mettre tes trucs. Et c'est comme ça que le site est né. D'accord. Et donc tu as commencé à écrire dessus, à devenir ce qu'on appelle blogueuse. Et en organisant donc, une fête pour les 3 ans de ton blog, est née les Good Mood Class. Est-ce que tu peux me raconter du coup la naissance de cet événement et ton intention surtout avec les Good Mood Class? Bah écoute, oui, c'est ça. En fait, pour l'anniversaire des 3 ans, je bossais chez Quant à l'époque, qui était une start-up qui est toujours, en fait, un moteur de recherche qui est dans le respect de la vie privée.
En fait, là-bas, on m'appelait The Chief Good Mood Officer. Donc ça, c'est d'une part quelque chose. Et de l'autre côté, mes lectrices me proposaient de faire un événement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de meet-up. Et je me suis dit, bah, on va faire un brunch, quoi, tu vois, un truc un peu chouette. Et une de mes copines, Clarisse, avait trouvé un lieu. Elle m'a dit, écoute, Sophie, c'est formidable ce lieu. On dirait chez toi, mais c'est un hôtel. Ça s'appelle l'hôtel Arvor dans le 9e. C'est tout blanc. C'est pareil. Du coup, tu pourras accueillir tes lectrices comme si tu étais à la maison. L'hôtel s'occupe de tout. Je dis, bon, bah, écoute, c'est parfait. Et on avait invité une trentaine de personnes sur un tirage au sort. En tirant les gens au sort, je me suis rendu compte que la plupart des filles venaient des 4 coins de la France. Je me suis dit, bon, elles viendront jamais, tu vois, elles vont pas venir pour un brunch de Lyon, de Bordeaux, de Toulouse et tout. Et les nanas, en fait, elles m'envoient toutes des messages de confirmation, des copies écran de leur billet de train, tout ça. Et je lui dis, mais c'est pas possible, elles vont pas venir juste pour un brunch. Enfin, c'est pas possible. Et ça m'a hyper touchée, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est pas possible. Les meufs, elles viennent pour un brunch. Et si elles viennent pour un brunch, c'est à moi de faire en sorte que ce soit pas que un brunch. J'aimerais les remercier. Et pour les remercier, je voudrais peut-être qu'elles repartent avec quelque chose qu'elles pourront pratiquer dans leur quotidien, qui vont les aider dans leur façon de vivre. Et si elles me suivent, c'est qu'elles sont un peu comme moi, toujours un peu en quête de comment vivre mieux. Et comment on peut vivre mieux? Bah moi, genre, c'est des personnes qui m'ont inspirée, qui m'ont appris des choses. Je vais leur dire de venir, de partager leur expérience. Et surtout, je veux qu'on pratique quelque chose tous ensemble. Parce que la différence, tout le monde sait très bien ce qu'il faut faire pour aller bien. Tout le monde l'a déjà lu ou vu quelque part. Mais est-ce que tout le monde a vraiment fait en sorte? Parce que quand tu fais quelque chose, même 5 minutes, ça n'a rien à voir avec juste je l'ai entendu et je l'ai lu. Et du coup, je me suis dit: «Je vais mettre de la musique, de la danse». En fait, en gros, je me suis dit: «Je vais faire un anniversaire, de mes rêves avec tous les trucs que je kiffe». J'ai invité une docteure en médecine traditionnelle tibétaine, une psychoneurolinguiste spécialisée dans les vies antérieures, et tu vois, genre, tous les partages d'expériences plus l'activité qu'on faisait tous ensemble, c'était très, très fun, très, très cool. Et tout le monde me disait à la fin: «Mais c'était génial Sophie, mais quand est-ce que tu refais une good mood class et tout?» Oui, parce que l'anecdote, c'est qu'il me restait une lightbox, une boîte lumineuse sur laquelle, tu sais, tu peux mettre des lettres. J'avais déjà mis The Art of Living quelque part. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre? Et la veille, j'étais avec mes cousins et on te dit, ah bah tiens, bah comme au boulot, on m'appelle Chief Good Mood Officer, c'est l'occasion, on va appeler ça ici, ça sera un peu comme une good mood class, quoi. Et c'est comme ça que l'événement est né, quoi. D'accord. Et pour revenir un petit peu aussi sur la bascule, donc entre le moment finalement où tu as quitté ta start-up dans laquelle tu étais en freelance et le moment où tu t'es lancé finalement à temps plein sur ton blog, comment ça s'est fait en fait? Puisque finalement, c'est toujours une bascule qui est un petit peu risquée. Bah alors quand j'ai commencé on va dire deuxième ère digitale pour moi, qui était de travailler et chez Quant et d'avoir mon blog, j'avais l'impression un peu que c'était ça mon équilibre. Je me suis dit, ah tiens, pour une fois, j'ai enfin trouvé un job qui me passionne. J'étais enfin dans une start-up, c'était hyper excitant, il y avait plein de trucs à faire. Il y avait un vrai truc, un vrai projet, tu vois. Une équipe avec que des fous furieux, des genre de gens que j'aime bien. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai enfin trouvé un équilibre pour une fois entre ma vie privée et ma vie perso. Et au fur et à mesure que le temps passait, bah, je m'apercevais que bah, le pro ne me plaisait plus trop, quoi. Tu vois, ça commençait à devenir de plus en plus dur, ça devenait compliqué. Le milieu devenait de plus en plus hostile et agressif. Et je commençais à voir des trucs que je connaissais déjà et pour lesquels j'avais pas signé, tu vois. Et bah, en même temps, la boîte elle commençait à grandir et on avait de plus en plus de pression. Du coup, l'être humain se détériore à un moment donné. Tu vois, genre il y a plein de choses qui reviennent souvent et c'était tout ce qui me plaisait pas. Et surtout, j'ai commencé à réavoir de l'eczéma. Et ça a été vraiment, tu vois, l'alarme. Pour moi, c'est un peu l'incendie, quoi. C'est l'incendie qui te dit, l'alarme qui te dit, ça brûle, il faut sortir, il faut y aller, faut y aller. J'avais un eczéma, mais à outrance de la tête aux pieds, j'avais une plaque sur la joue, mais c'était horrible, rouge. Mais mon assistante, qui était à fond dans tout ce qui était développement personnel et tout, qui m'avait offert le dictionnaire de Jacques Martel, me dit: Sophie, c'est incroyable, cette marque rouge que tu as sur la joue, on dirait que tu en as ta claque.
En fait, je disais qu'on dirait que quelqu'un m'a foutu une baffe. J'ai dit c'est fou, on dirait qu'il m'a foutu une baffe tellement. Et c'est comme si j'avais une marque de quelqu'un qui m'avait cogné, mais sur toute la joue, quoi, à gauche. Et elle me dit, on peut voir aussi les choses autrement. C'est comme si tu en avais ta claque, non? Et là, je te jure, quand elle m'a dit ça, je me dis putain, mais elle a raison. J'en peux plus. J'en ai marre. J'en peux plus. Et j'ai commencé à faire un peu de séance d'hypnose. Je connaissais pas du tout. Et ça m'a sauvé la vie. Vraiment, genre, c'est comme si c'était une renaissance. Tu vois, genre, j'ai perdu toute ma peau. Du jour au lendemain, j'avais plus d'eczéma. Ma mère m'a dit, écoute, il faut vraiment le voir pour le croire. Si je n'étais pas là pour le voir de mes propres yeux, je n'y croirais pas. C'est comme si le mec avait éteint un incendie qu'il y avait en moi. Vraiment, tu vois. Les plaques avaient disparu en 2 jours. Après, je te rassure, elles sont revenues. Parce que le corps a une mémoire, ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Et il m'avait prévenu, il m'avait dit, il faudra revenir peut-être encore une fois. Et 1 mois après, je suis revenue. Et à la sortie, il m'a dit, c'est bon, vous êtes prête. J'ai dit, comment ça, je suis prête à quoi? Bah, vous êtes prête à accueillir ce qui va se passer. J'ai dit, mais comment vous le savez? Je lui ai dit, je sais pas, mais vous savez quoi? On n'a pas besoin de tout comprendre. Je vous le dis, acceptez-le, croyez-le. Et là, en fait, si tu veux, c'était la petite phrase au bon moment qui m'a fait vraiment ouvrir les yeux. Et je lui ai dit, ok, je prends, je prends. Et je suis sortie de là, je me suis dit, il faut que je me casse. Donc voilà. Mais après, chacun son histoire, chacun son truc, chacun son déclic. Moi, c'était ce truc. Et c'est marrant parce que ce mec, depuis, à chaque fois que j'essaye de prendre rendez-vous, il veut pas me reprendre en rendez-vous. Je pense que déjà, le pauvre, j'ai donné ses coordonnées. Il a dû être genre. Et après, en fait, il a décidé. Je sais plus quel type de forme d'hypnose il faisait à mon époque. Il ne fait plus ça maintenant. Il m'a dit non, non, mais là, je serai plus la personne qui vous convient. Et c'est très drôle parce que souvent, les médecins me disent ça. Tu sais, c'est pas parce que ça a marché à un moment donné avec moi que ça remarchera une deuxième fois. Parce que les mots sont différents et tu es une autre personne avec une autre énergie. Donc, tu as peut-être besoin d'une autre énergie à un autre moment. Et c'est vrai. Et j'ai remarqué que souvent, un thérapeute va être là pour un truc précis. Et faut pas s'accrocher, se dire ouais, le mec il me sauvera toujours la vie. Et c'est des très bons thérapeutes qui te disent ça parce que ils savent que il faut que tu apprennes à grandir dans l'autonomie et que tu ne sois pas aliéné à quelqu'un, à une personne, à quelque chose. Parce que la seule chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que la force, elle est en toi. Et cette force, c'est à toi de la construire, c'est à toi de la solidifier. Et en fait, c'est pas l'extérieur qui t'aide, c'est le contraire. Mais c'est très difficile avant d'en arriver là. Moi, je travaille encore beaucoup dessus, hein. Mais ça me fait penser ce que tu dis par plusieurs choses, mais ma coach en développement personnel, elle m'avait dit, parce qu'elle m'a suivi pas mal l'année dernière et elle me disait, si tu m'as choisi, ce n'est pas un hasard. Et moi, je peux t'aider toi, mais je ne pourrais pas aider d'autres personnes. Et c'est vrai que je l'ai recommandé, comme toi, à plusieurs autres personnes, et ça n'a pas fait l'effet que ça a fait sur moi. Et c'est tout à fait ça, c'est exactement ça ce que tu dis, c'est que voilà, il y a une personne qui va t'amener sur un chemin, mais c'est pas forcément la même pour tout le monde. Exactement, exactement. Et surtout de ne pas créer de dépendance vis-à-vis de qui que ce soit, mis à part toi-même. Et c'est vrai que aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie que les gens tu vois, genre, le seul moyen d'aider les gens, c'est de leur faire prendre conscience qu'il n'y a qu'eux qui peuvent s'aider, tu vois. Et j'ai pas du tout envie de. J'ai réfléchi, tu sais, souvent, les gens me demandent si je veux pas être coach, thérapeute, truc et tout. Et je vais me former, tu vois, à plusieurs choses. Mais je veux pas du tout faire du one-one. Ça m'intéresse pas. Mais peut-être que ça peut changer, hein, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Mais parce que moi, dans ma vision des choses, je me dis que il faut que les gens, pour que ce soit salvateur, il faut que le déclic, il est en eux et qu'ils comprennent que tout part d'eux et que justement, en fait, quand on a des problèmes, c'est pas les autres le problème, c'est avec nous. C'est quoi le problème qu'on a qu'on n'arrive pas à régler? Et du coup, quand tu penses comme ça, tu résous les problèmes beaucoup plus facilement. Et en fait, il y a plus de problème parce qu'au final, tu passes ton temps à chercher des. C'est comme un cadenas, tu vois, que tu as avec plein de, de solutions, mais c'est toujours ton cadenas. C'est jamais ailleurs. Et du coup, tu n'es plus dépendant de l'extérieur et ça te responsabilise énormément. Et franchement, je trouve que c'est déjà pas mal déjà à avoir à se gérer soi-même. Et quand on a ça en tête, bah, c'est déjà plus simple, ça fait moins. C'est plus focus.
Complètement. Et du coup, donc dans ta Good Mood class, tu parles, si je me trompe pas, d'une méthode donc assez simple, en 5 points, pour finalement pour être bien et pour se poser. Est-ce que tu peux nous parler de cette méthode? Oui, bah, alors, en fait, je l'ai mise en place, à force de pratiquer pendant, mes rencontres au début avec mes lectrices, mais les entreprises ont commencé à me contacter et je me suis dit: «Bon, bah, je peux pas aller en entreprise, juste en tu vois, en parlant de la pluie et du beau temps et de nos anecdotes» et j'ai réfléchi à tout ce qui était commun entre nous et qu'on pouvait mettre en tous les facteurs et les leviers sur lesquels on pouvait appuyer, qui pouvaient genre, modifier notre état d'esprit et comme le corps et l'esprit sont reliés, et je cherchais quelque chose de très simple et très universel et j'ai déroulé un peu la pelote de tous mes mots personnels et ceux que j'avais un peu partagés avec, enfin, tous les personnes, de mon entourage qui nous avaient partagés et j'ai mis en place ces 5 points clés. Le premier c'est la posture, le deuxième la respiration, le troisième l'instant présent, le quatrième la pensée positive et le cinquième l'acceptation. Parce que c'est des choses qui parlent à tout le monde et que en général, en fait, quel que soit ton niveau de tu peux mettre en pratique dès que tu mets à l'instant T en pratique, tu sens tout de suite, en fait, un changement, une modification. Après,